Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler des 8 comportements que j'ai décidé de mettre de côté et qui tout simplement me faisaient perdre de l'argent et même m'endettaient complètement. Donc on va parler de ça avec ma petite ardoise comme d'habitude et sur la fin de la vidéo, on fera un tour de mes enveloppes en cette fin du mois de mai 2022. Alors, quel est le premier comportement que j'ai modifié pour améliorer ma santé financière? Eh bien, il s'agit de travailler cette aventure budgétaire en couple. Alors, j'ai la chance aujourd'hui, enfin je pense que c'est pas que de la chance, mais j'ai la chance aujourd'hui de vivre avec quelqu'un, avec mon mari donc, et nous parlons beaucoup de budget ensemble. Pourquoi je dis que c'est quelque chose que j'ai modifié pour arrêter de me mettre dans le rouge? Parce que pour être complètement honnête avec vous, j'en ai parlé dans certaines autres vidéos, mais j'étais à la base divorcée depuis très très longtemps. Voilà, j'ai eu ma fille dans un précédent mariage et ce mariage était une catastrophe financière, vraiment. En fait, nous étions deux, mais chacun faisait sa vie de son côté financièrement parlant et on ne se concertait pas. Et quand l'un voulait épargner, l'autre dépensait et vice-versa, on n'était pas du tout raccord. Mon mari m'a même, alors je pense que c'était pas fait exprès, mais m'a mis presque à interdit bancaire. Heureusement, j'ai pu négocier avec ma conseillère financière, ma conseillère bancaire, pardon. Donc voilà, et je me suis toujours dit quand on a divorcé qu'il était hors de question que je retombe à nouveau dans cette problématique. Aujourd'hui, pas mal de personnes m'écrivent d'ailleurs par mail en me disant je suis dans une situation compliquée, mon mari dépense comme ci, moi je dépense comme ça, moi j'essaie d'épargner et lui dépense tout, ou vice versa d'ailleurs. Et à contrario, il y a d'autres personnes qui me disent waouh, cette aventure budgétaire, elle nous a rapprochés. Donc si je peux vous donner un conseil, l'argent, ça se gère ensemble. Si vous voulez laisser les rênes des cartes de crédit, du cash, de la gestion à votre conjoint ou à votre conjointe, why not? Par contre, au moins que vous ayez les mêmes valeurs et que vous alliez tous les deux dans la même direction pour votre famille, pour votre avenir et pour toutes les charges et les factures que vous avez actuellement à payer. Il est encore très fréquent de se retrouver avec des personnes qui n'ont pas du tout la même façon de gérer, qui n'en parlent pas. Et ça, je pense que c'est à la fois la mort des objectifs financiers et puis peut-être un jour, qui sait, des grosses difficultés dans le couple, ce que je ne vous souhaite pas. Donc le couple, c'est un élément très important de l'aventure budgétaire. Et quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut provoquer pas mal de dégâts. Ensuite, là, c'est plutôt personnel. Mais je vais parler des sources de revenus. Pendant longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais qu'une source de revenus. Et en décidant d'ouvrir cette chaîne, j'ai décidé de multiplier, de diversifier mes sources de revenus. Au départ, je gagnais avec mon seul salaire, ça m'est arrivé de gagner plus, mais là sur les derniers mois, je gagnais entre 1400 et 1600 euros par mois en moyenne. Quand les problèmes ont commencé à arriver, puisque là, ça y est, j'ai démissionné et je suis libre de mon job salarié, en tout cas de celui-là, et bien quand ce travail a commencé à me peser, à me rendre malade, ça a été très difficile parce que je ne pouvais compter que sur cette source de revenus. Pour autant, quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, ça a été vraiment un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. J'ai commencé à gagner progressivement. Certains mois, le tout premier mois par exemple où j'ai été monétisée, j'ai gagné 80 euros. Et puis le mois d'après, j'ai gagné 800. Et puis certains autres mois 600 et puis d'autres 500. Bref, déjà, le fait d'avoir 2 sources de revenus ces derniers mois, ça m'a beaucoup soulagée. J'ai pu épargner plus. J'ai pu faire face à certaines dépenses imprévues, même si je les avais provisionnées, parfois elles ont été plus élevées que prévu et cet argent-là, il a compté dans la balance. J'ai accepté quelques heures de cours dans des écoles supérieures par rapport à ma compétence. Ça m'a permis d'avoir de temps en temps 40 euros par-ci, 40 euros par-là. J'ai fait des parrainages avec Boursorama. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors il y a YouTube, mais il y a Etsy,
Et si aujourd'hui, j'approche là, je crois même que je les ai dépassés ce matin, mais des 500 ventes sur Etsy. Donc tous les mois, Etsy me rapporte un peu d'argent. L'affiliation, pareil, que ce soit avec des partenaires ou avec Amazon. Bref, tout ça me sécurise énormément. Je pense que si je n'avais pas compris que j'étais capable de générer plusieurs sources de revenus, eh bien, je ne pense pas que j'aurais démissionné parce que j'avais besoin de cette sécurité-là. Aujourd'hui, je sais que si je perds un des revenus, je suis sécurisée d'un autre côté et surtout, je peux probablement le remplacer plus facilement que si tout était concentré chez le même employeur ou dans la même activité. Et vraiment, je me suis renseignée en termes de finances personnelles. Vous le savez, je lis des livres et je les partage sur cette chaîne. Plus vous avez de sources de revenus, qu'elles soient passives ou actives, et plus vous vous sentez bien dans vos baskets, si tant est que ça ne vous prend pas tout votre temps de vie. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai choisi YouTube, Etsy et l'affiliation justement parce que ça me prend moins qu'un temps partiel. Mais vous allez voir, c'est une sécurité et c'est une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix en fait. Je pense que c'est d'ailleurs c'est une forme de liberté et on se sent beaucoup plus en contrôle de sa situation personnelle. Ensuite, l'erreur que j'ai beaucoup fait, j'ai seulement et pendant très longtemps pensé court terme. Penser court terme, c'est penser uniquement à ses loisirs, à ses vacances. Je pensais à la fin de la semaine, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Et je budgétais pas, mais en tout cas, je me disais, ok, j'ai assez pour faire face au resto ou au barbecue de cette semaine. Ok, j'ai assez pour faire face à mes vacances du mois d'août. On est au mois de juillet, et blablabla, et blablabla. J'avais toujours assez pour faire face et au final, j'étais toujours dans le rouge, toujours dans mon découvert autorisé ou en dessous, très souvent en dessous. Et en fait, c'est ma mentalité court terme qui m'a amenée là, parce qu'en fait, je ne prévoyais rien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour arrêter de penser court terme? Eh bien déjà, j'ai pensé à l'année. Donc, c'est pour ça que j'ai créé, je ne suis pas la seule à faire ça, mais en tout cas, moi, je me suis créé une fiche qui s'appelle le plan budgétaire annuel. Je vous remettrai un lien sur ce travail que j'avais fait. Je vérifie juste que la vidéo se passe bien. Oui, voilà. Plan budgétaire annuel, ça m'a aidé vraiment à faire mes provisions de charges, c'est-à-dire comprendre tout ce que j'allais dépenser dans l'année et pour lequel, si je ne budgétais pas, j'étais juste pas prête, que ce soit la régulation EDF, les impôts, les taxes ou les anniversaires et Noël. Tout ça, on sait que ça arrive et pourtant, on ne s'y prépare pas quand on a une mentalité court terme. Et je suis même allée plus loin, en fait. Quels sont mes objectifs de vie ? Alors, j'ai beaucoup entendu, et moi j'avais vraiment cette mentalité-là, j'étais vraiment le genre de personne, il n'y a pas très longtemps, qui vous disait « Ouais, c'est bon, on n'a qu'une vie. » Et ça justifiait toutes mes dépenses. J'ai qu'une vie, donc je peux me faire plaisir, on ne sait jamais si je meurs demain. Oui, dans l'absolu, c'est tout à fait vrai, je suis d'accord. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Maintenant, on n'a qu'une vie, c'est très vrai, mais on peut avoir une vie très difficile aussi si on pense comme ça, c'est-à-dire que ok, demain on est content, on s'est levé, on est en vie, youpi, fait-on cela. Par contre, on est à découvert, on a les huissiers aux fesses et on a potentiellement un risque d'interdit bancaire. Franchement, est-ce que cette vie-là, elle n'est pas hyper compliquée aussi? Donc, de temps en temps, se dire, je vais me faire plaisir, je vais le prévoir, de temps en temps, il y aura des imprévus, très bien, il n'y a pas de problème, je suis prête à les affronter. Par contre, j'ai des objectifs long terme qui sont, par exemple, moi, dans mon cas, de finir de rembourser plus tôt que prévu ma maison, d'être propriétaire pour pouvoir, d'être complètement propriétaire en tout cas, c'est-à-dire ne plus avoir de crédit à la banque pour pouvoir être libre et peut-être gagner moins, partir en voyage, vous voyez, tout ça, c'est des choses que je raconte pas forcément sur la chaîne, à part cette histoire de maison que j'ai envie de rembourser, mais il y a tout un tas d'objectifs de vie dont je rêve et qui font que ça me tient et qui font que ça tient aussi mes finances. Tout ne se joue pas aujourd'hui et ça fait du bien de le savoir et de se le rappeler. La vie, c'est quand même une aventure qui n'est pas si courte que ça, si tant est qu'on arrive à bien en profiter. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, ne pensez pas que court terme. Faites au minimum votre budget à l'année et pensez à des objectifs plus long terme pour pouvoir tenir et ne pas lâcher cette aventure budgétaire. Ensuite, quatrième, attention quand vous achetez pour l'exceptionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Bah, pendant longtemps, là aussi, quand j'avais un mariage, un anniversaire, une fiesta, quand j'avais quelque chose à célébrer, eh bien, j'achetais. J'achetais pour me récompenser. J'achetais, par exemple, pour un mariage, j'achetais une nouvelle robe. Parce qu'au final, j'avais pas envie de me montrer dans la même que la dernière fois. Même si, effectivement, les mariages, à part pour les mariés, on s'en fiche un peu, quoi, de comment et qui est habillé comment. Enfin, l'objectif, c'est quand même que les mariés soient les stars. Derrière, si vous avez mis 2 fois la robe, une fois l'année d'avant et une fois l'année d'après, je pense que personne ne s'en rend vraiment compte. J'achetais des choses au lieu de les louer, par exemple. Si j'avais là aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aller camper, je sais que j'y vais 1 à 2 fois par an pour le moment. Je suis pas sûre de tenir ce rythme en plus, donc je me fais prêter une tente et du matériel de camping. Bon si effectivement je décide d'y aller plus souvent, je l'achèterai. Mais je fais attention à ce que le coût des choses soit justifié par son utilisation récurrente et par sa durabilité. Donc, je donnais l'exemple des fiestas, quand vraiment je peux plus voir en peinture mes robes parce que c'est des robes de tous les jours et que j'ai envie de porter quelque chose d'un peu différent, je demande à une amie qui fait la même taille que moi. Je sais que d'autres personnes passent par la location de vêtements aussi. Pourquoi dépenser 150 € dans une robe magnifique avec des super chaussures et une super coiffure alors qu'on pourrait garder ces 150 € franchement et jouer dans l'économie du partage. Donc tout ce qui va être très exceptionnel, j'y réfléchis, je me pose la question avant d'acheter, ok, combien de fois je vais utiliser dans l'année cet objet ou cette chose, ou combien de fois je vais avoir besoin de solliciter telle ou telle personne pour des travaux par exemple. Bref, tout ce qui est exceptionnel, j'essaye de ne pas l'acheter, de ne pas en devenir propriétaire. Dès que ça commence à être un peu récurrent, et là je parlais par exemple de travaux, eh bien oui, je vais acheter la machine qui me permet de faire ces travaux moi-même pour éviter de déranger en permanence les gens. Voilà, donc ça se joue vraiment à le nombre d'utilisations et ça se joue aux besoins et à la durabilité. Et ça vous évite vraiment de vous retrouver en plus avec un garage ou des placards qui débordent pour pas grand chose, parce que tout ça, ce que vous stockez dans vos placards, c'est de l'argent qu'il n'y a pas sur votre compte ou dans vos projets. Ensuite, alors ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je reviens là-dessus. Moi je ne suis pas trop tombée dans cet écueil de quand j'ai besoin de quelque chose, je me le paye à crédit. En revanche, j'ai vécu dans une famille, en étant petite et jusqu'à la fin de mon adolescence, dans une famille où quand on a besoin de quelque chose, quand on veut quelque chose, on se le paye à crédit. Que ce soit une télé, que ce soit une voiture, que ce soit un voyage, n'importe quoi. On va passer par du crédit à la consommation ou du crédit à la banque. Ça, c'est quelque chose qui m'a fortement traumatisée, que je n'ai heureusement pas reproduit, mais qui aurait pu largement m'arriver, puisque des fois, on reproduit aussi les choses par mimétisme, tout simplement. Moi, j'ai été élevée comme ça. Mais une petite âme bienveillante, un jour, m'a dit que si je n'avais pas l'argent pour me le payer en cash immédiatement, alors je n'avais pas l'argent de me le payer tout court. Et donc, les crédits, il fallait les garder pour des choses importantes. Alors, quand je disais tout à l'heure que je ne prends pas de crédit pour ma voiture, certes, parce que déjà j'ai toujours eu des voitures d'occasion qui ont plutôt bien tenu, je mets plutôt de l'argent sur les réparations, mais demain, puis j'ai une assurance au cas où j'ai un accident qui va me rembourser la voiture, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. Donc effectivement, si j'avais pas eu l'assurance, eh bien j'aurais pas pu me racheter immédiatement une voiture d'occasion. Pour les gens qui veulent se payer des voitures neuves, ça c'est un autre débat. On me pose souvent la question aussi là en email. Qu'est-ce que je fais? Moi je veux une voiture, elle coûte 30 000 €, ou je veux la nouvelle Tesla, mais j'ai pas les moyens, j'ai pris un crédit, c'est difficile à la fin du mois. Je comprends parfaitement, mais en même temps, si moi je vous réponds avec mon regard de personne qui s'en fiche complètement des voitures, pour être honnête, moi ma voiture m'emmène d'un point A à un point B, j'en suis très contente. Eh bien la réponse va pas vous satisfaire, parce que je vais vous dire moi j'aurais tendance, si j'ai pas les moyens de la garder, à la revendre et à en acheter une d'occasion, quoi, tout simplement. Donc les crédits, ça peut être aussi très personnel. En tout cas, aujourd'hui, les crédits que j'ai sont tous en rapport avec les travaux de ma maison et le crédit immobilier, tout simplement, de ma maison. Et je n'en veux pas d'autres. Si un jour j'ai besoin, eh bien, nous en parlerons avec plaisir. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire? Mais très honnêtement, plutôt que de prendre un crédit, je préfère prendre un deuxième job. Alors oui, des fois,
pendant 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, on en chie, mais alors quelle joie de pouvoir se payer cash quelque chose. Donc après voilà, moi en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Je comprends que ce soit pas évident pour tout le monde et si votre voiture vous lâche et vous empêche d'aller au boulot et que vous n'avez pas de transport en commun, oui vous prendrez peut-être un crédit. Juste si vous pouvez prendre le crédit le plus petit possible et ne pas flamber pour ne pas vous mettre dans la panade, eh bien ce serait formidable. Maintenant chacun est libre de ses choix et je ne juge personne. Ensuite, alors ça a été mais fantastique, mais ça c'est tout dans ma personnalité, voilà. N'ayant pas confiance en moi, n'ayant pas eu confiance en moi pendant longtemps, j'ai tout simplement pris de mauvais avis sur l'argent. Qu'est-ce que c'est un mauvais avis sur l'argent ? Eh bien, un mauvais avis sur l'argent, c'est pas forcément ce qui contient en fait. Parfois, c'est la personne qui vous le donne. Donc, par exemple, j'ai rencontré des personnes qui me parlaient de crédit, mais avec clairement une envie de me convertir au crédit, mais qui par contre, eux, étaient toujours à découvert et toujours dans la mouise à la fin du mois. Donc déjà, quand quelqu'un vous donne un conseil alors qu'il est dans une situation pire que la vôtre, ne faites pas comme moi, n'écoutez pas ces gens-là qui vous disent exactement comment gérer leur argent. Stop. À une époque, je reparlais de mon mariage et je ne vais pas les blâmer parce que je les aimais beaucoup, mais j'avais des beaux-parents qui n'avaient jamais d'argent de côté, qui étaient toujours dans la merde et pourtant qui me disaient tout le temps comment gérer mon argent et moi j'écoutais parce que j'étais très jeune. Aujourd'hui, je me dis, si j'ai un avis financier à prendre, je le prends de quelqu'un qui m'inspire et de quelqu'un qui a réussi. La réussite, c'est très personnel. La réussite de quelqu'un, c'est pas forcément la mienne. Par contre, quand je vois que c'est une personne qui est sereine avec son argent, qui a de l'argent de côté, qui ne se met pas dans la merde à chaque fois qu'il a besoin de s'acheter quelque chose, ok, je vais me dire très bien, je vais quand même écouter ce que cette personne a à me dire. C'est un petit peu comme écouter les conseils sur le sport d'une personne qui n'en fait pas, en fait. Et ça, pour le coup, ça m'est déjà arrivé aussi, que à une époque où j'avais pris beaucoup de poids à cause de certains traitements, de prendre des conseils de régime. Alors maintenant, je ne veux plus jamais entendre parler de régime d'ailleurs, mais à cette époque, j'avais envie de perdre du poids et je prenais des conseils, voilà, quand j'étais en train de manger mon assiette et on me disait comme ça au restaurant « Ah mais tu manges ça, il faut pas manger ça », de personnes qui étaient plus dodues que moi, quoi. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre confiance en soi et il faut aller prendre des avis là où ils sont bons. Les gens qui vous parlent sont peut-être vos amis, ils tiennent à vous, ils ont leurs idées, mais juste prenez un cran de recul. Est-ce que ces personnes-là doivent vraiment être écoutées pour ce qu'ils sont en train de dire là maintenant ? Un ami peut être un très bon ami et vous donner pour autant de très mauvais conseils, ça ne change absolument rien. Alors, hop, voilà, on avait un petit problème de focus. Donc attention à qui vous donne un avis, ça peut vraiment vous mettre dans la panade d'écouter des gens qui vous disent clairement n'importe quoi et qui eux-mêmes n'arrivent pas à les appliquer. Ensuite, alors, ça aussi j'en ai déjà parlé, mais qu'est-ce qui m'a vraiment mis dans la panade ? C'était les achats immédiats. Achats immédiats, achats compulsifs, achats sans budget, bref, ne pas savoir combien on a sur le compte, ne pas savoir si on a vraiment besoin de quelque chose, aller faire les magasins quand on s'ennuie et se retrouver avec des choses dont on n'avait pas besoin dans son caddie, tout simplement. Alors, moi je l'ai souvent dit, j'avais une grosse addiction à la nourriture, donc partout où j'allais, mais même si c'était pour... Des fois j'allais juste mettre de l'essence, je vous jure c'est vrai, juste j'allais mettre de l'essence. Et je me disais, oh cool, je vais aller me prendre une glace dans le petit boui-boui d'à côté ou une gaufre. Voilà. En fait, j'avais absolument pas besoin de ça, mais je ne pouvais pas sortir sans me dire qu'est-ce que je vais dépenser pour l'argent. Donc ça, je me suis énormément calmée, mais ça reste, ça reste mon péché mignon, ça ne changera pas. Maintenant, je le budgète, mais c'est valable à peu près pour tout. Je me rappelle, avec mes parents, régulièrement, on allait dans des foires, dans des marchés, voilà, il y a toujours des trucs très sensationnels, avec des super bons forains qui vous en mettent plein la vue. Et on s'est retrouvés à acheter des trucs dont on n'avait pas du tout besoin. En voyage, c'est pareil. Moi, j'ai fait... quand j'étais plus jeune, je dépensais une bonne partie de mon budget d'étudiante, parce que je travaillais à côté, quoi, dans les voyages. Eh bien, j'achetais mais 1 milliard de souvenirs dont j'avais pas besoin. Ma valise était super lourde. Au final, vraiment, j'ai dépensé comme ça, sans réfléchir, jusqu'à, je sais pas, ça fait 2 ans que je me suis calmée là-dessus, et notamment, je pense que le fait d'avoir acquis un petit peu de conscience écologique, m'aide à ne plus faire ce genre d'achat. Si vous souffrez d'achats compulsifs ou d'addiction, etc.,
Pensez toujours, alors moi j'adopte aujourd'hui la méthode bisou, ça aussi je vous mettrai un petit lien si vous le souhaitez parce que j'en ai fait une vidéo de la méthode bisou, super méthode, c'est la Salade à tout qui a sorti cette méthode. Bref, et puis vous faire aider, hein. Clairement, quand on achète compulsivement, moi j'ai beaucoup acheté chez Ikea, pour ne pas citer tous les magasins de décoration, voilà, il fallait que j'achète, j'avais de la décoration partout. C'est comme ça, on peut s'en sortir, mais parfois il faut accepter de se faire aider, tout simplement parfois par un ou une psychologue ou quelqu'un qui a déjà traversé ça et qui a envie de vous parler de comment il s'en est sorti. Ok, on arrive au dernier petit point avant les enveloppes. Enfin, on parlait des mauvais avis. Moi, je vais vous parler des gens. Il y a des gens dans votre entourage qui, financièrement, vous tirent vers le haut ou vous font glisser doucement vers le bas. Il y a des gens qui vous tirent vers le haut, parfois simplement en comprenant que vous n'avez pas les mêmes moyens qu'eux et en vous entraînant pas dans des aventures financières que vous ne pouvez pas gérer. Exemple, vous partez en vacances avec des personnes qui gagnent nettement plus que vous ou qui juste dépensent plus que vous et pour ne pas passer pour le chieur ou la chieuse de service, eh bien vous allez suivre le mouvement et vous allez dépenser autant qu'eux. Ça, ce sont des gens, soit vous ne leur avez pas parlé, du coup peut-être que vous êtes responsable du fait qu'ils vous font plonger en fait, soit ils sont pas prêts à l'entendre de toute façon. Et c'est des gens que vous pouvez garder évidemment dans vos amis, mais est-ce qu'il faut vraiment partir en vacances et se mettre en danger financièrement? Peut-être pas. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes à qui je ne parle jamais d'argent dans mon entourage parce que je sais qu'on ne se comprend pas en fait. Donc quand ils vont me proposer des restos, je vais dire non. Parce que je sais qu'ils vont systématiquement me proposer un resto que je ne peux pas me payer ou qu'ils ne vont pas tenir compte du fait que j'ai peut-être pas les moyens ce mois-ci de me payer un resto, donc je vais leur proposer de venir à la maison, mais ça ne va pas être forcément ce qui leur convient, donc ils ne viendront pas. A contrario, maintenant j'arrive à m'affirmer de plus en plus, notamment grâce à cette chaîne et grâce à mes objectifs à long terme, en disant parfois, non, ce mois-ci, je suis désolée, mais on ne pourra pas. Par contre, avec plaisir pour boire un café, pour se voir, pour partager des choses qui ne coûtent rien. Et là, il y a des gens qui sont très à l'écoute et qui vont vous dire, mais oui, t'as raison, carrément, oui, ça nous fera des économies aussi, allez, l'important c'est qu'on se voit. Et qui ne vous proposeront pas forcément tous les week-ends d'aller faire des bringues, d'emmener les enfants dans des parcs d'attractions super chers, les copines qui vous emmèneront pas forcément en disant « Oh, je m'ennuie, viens samedi, on va faire du shopping ». Bref, il y a vraiment deux types de fréquentation. Je ne dis pas que les unes ou les autres sont mauvaises. Faites attention à qui vous fréquentez, financièrement parlant. Regardez bien la façon de vivre des gens, regardez bien leurs valeurs et dites-vous, est-ce que je peux suivre ou est-ce que je vais me mettre dans la merde juste pour être amie avec ces gens-là? Et en fait, tout s'arrange quand on communique, en général. Même si les gens ne sont pas prêts à entendre, il suffit d'être dans l'assertivité et de dire ce qu'on pense en disant simplement « je ne peux pas, je me serais fait un plaisir, mais là, c'est pas possible, j'ai d'autres objectifs. Et par contre, je propose telle alternative. » Et puis, on ne se vexe pas si les gens disent non. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Mais vraiment, en fonction de avec qui vous faites parfois aussi la compétition, sans vous en rendre compte. Moi, je me suis beaucoup comparée. J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, mais je me comparais énormément. J'ai arrêté ça. Stop. Stop parce que financièrement, ça m'a mis dans la merde. Et qu'en plus, mais tout le monde s'en foutait. Il aurait simplement fallu que je m'affirme. Et dans mon entourage, tout le monde s'en foutait. Donc voilà, petit conseil. Attention aux avis. Et attention à qui vous les donne, mais attention aussi aux gens qui vous entraînent sur des pentes dangereuses financièrement et qui peuvent être tout à fait... ça ne veut pas dire que ce sont des gens toxiques, il faut juste faire attention à votre portefeuille. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas que ce sujet vous a plu, parce que ce n'est pas tout à fait terminé, nous allons faire un petit point de mes enveloppes. Alors, nous sommes actuellement fin du mois de mai 2022, c'est une fin de mois qui est plus compliquée que prévu, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau des courses, j'avais un budget de 150 €. Attention, mon mari a le même budget. On l'a dépensé tous les deux. Il me reste, voyez-vous, 94 centimes. Les transports, j'avais 200 €. Il ne me reste absolument plus rien. Je n'avais pas de budget maison, pas de budget pour mes chats. Tout était OK. Le mois prochain, j'aurai des dépenses. En revanche, j'avais ma petite enveloppe à moi plaisir de 40 € que j'ai dépensée. Ma fille a toujours 120 € de budget pour son soutien scolaire et des petites, des petites gourmandises ou du petit shopping. Voilà, il reste 3 €, bravo ma fille. En santé,
j'avais 40 €, il me reste 50 centimes. En sortie, j'avais 10 €, il me reste 20 centimes. Et je m'étais fait un complément de revenu tout doux, le hibou, ce mois-ci, de 42 € que j'ai complètement dépensé. Alors, vous allez me dire, bah, très cool, bravo, il te reste de l'argent, puisqu'il me reste quelques centimes et quelques euros par-ci par-là. Que nenni, que nenni. En vérité, j'ai dû faire un petit virement de mon épargne. Le prix de l'alimentation, c'est une plaisanterie. Mais c'est une plaisanterie. Je me suis demandé si je pouvais me payer une gousse d'ail la dernière fois. Voilà, 10 € le kilo, l'ail. Non mais magnifique. Donc, les courses, on a dépassé. Et on a dépassé notamment parce qu'on a préféré, en fait c'était un mal pour un bien, mais on avait pas mal de gens qui sortaient un peu de leur tanière. Je pense que le printemps a fait du bien. Les gens sont venus à la maison, on était très heureux de les accueillir. Et plutôt que de faire justement des restos, etc., on les a accueillis à la maison. Donc, budget invitation, en fait, ni plus ni moins, qui a coûté un peu plus cher. Ensuite, j'ai dépassé, alors j'ai pas dépassé en transport, par contre j'ai dépassé pour ma fille, puisque elle avait grandement besoin de renouveler la garde-robe pour l'été. Et ça, effectivement, je l'avais pas prévu parce que sa croissance était censée être terminée. Là aussi, que nenni. Eh bien, 2 cm et un tour de taille qui grossit, mais en fait, non, on peut plus mettre les vêtements de l'année dernière, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, tout ça a fait, au total, je rajoute que je suis partie en Normandie aussi, et ça, c'était budgété. Et je crois que j'ai juste dépassé. J'ai dépassé d'une vingtaine d'euros, mais là aussi parce que tout avait augmenté concrètement. Bref, en tout, thé pour tout, il y a 140 € qui n'étaient pas prévus au budget et qui sont partis. Alors, bon, quand même, avec le défi des 5 €, hop là, j'avais quand même mis de côté 15 € qui sont toujours là. On n'est pas non plus dans la catastrophe. Si on les enlève, disons qu'on les enlève, on est à 125 €. Que faire par rapport à ces 125 € qui sont venus manger, grappiller mes petites provisions de charge? Alors, j'ai de la chance effectivement d'avoir d'autres sources de revenus, donc je ne suis pas en danger financièrement. Par contre, je veux absolument réfléchir à comment je vais faire pour gérer ces 140 € qui peut-être juste vont revenir régulièrement, toquer à ma porte à cause de l'inflation. Donc ce sera clairement le sujet de ma prochaine vidéo, puisque dans quelques jours, je vais faire le remplissage de mes enveloppes avec vous. Je vais vous montrer comment je fais mon budget mensuel et on va réfléchir à comment faire baisser certaines charges ensemble et certaines dépenses, comme l'alimentation, même s'il ne faut pas trop se priver, il faut quand même trouver des recettes intéressante parce que c'est compliqué. Donc si vous avez envie qu'on en parle, c'est dans quelques jours. Donnez-moi vos astuces, vos envies, vos questions en commentaire de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi du sujet qui était les comportements qui nous mettent dans le rouge. Et puis tout ça va m'aider à construire la prochaine vidéo qui arrive très vite. Merci en tout cas d'être resté aussi longtemps. Merci d'être aussi cool. C'est toujours un bonheur d'animer cette chaîne et de proposer des nouveaux contenus. Je vous fais plein de bisous. J'espère que pour vous, cette aventure budgétaire du mois de mai se passe bien. Comme d'habitude, prenez soin de vos petits sous et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.